Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de partir en voyage et pas n'importe lequel, au Venezuela. Il s'agit de découvrir la peinture ou de redécouvrir cet artiste très connu qui s'appelle Ismael Mundaray. Il est exposé actuellement à la Fondation Clément du 26 avril au 18 juin prochain. Et afin d'échanger sur sa volonté artistique, eh bien, nous avons l'honneur de l'accueillir à ce jour. Bonsoir Ismael. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors ça y est, vous avez révélé au public ces nouvelles œuvres. Quel est votre sentiment? Soulagement, excitation? Mais je pense que les gens se sont pris un peu parce que je venais de faire un travail sur les objets et l'objet a disparu. Et les gens se posent la question pourquoi l'objet a disparu dans un paysage si silencieux, un peu plus que des méditations. Voilà. Donc on va découvrir ça, on va pouvoir même voir des photos en même temps défiler. Alors avant tout, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je voudrais revenir à cette terre vénézuélienne où vous êtes né et puis ensuite vous avez bougé, vous êtes installé à Paris et mieux que ça, vous avez même pu exposer en Europe, en Amérique latine, dans d'autres pays. Ouais. Finalement, on dit souvent que chaque culture a aussi ses influences artistiques, ses thématiques propres. Comment vous définiriez alors que finalement vous êtes un nomade? Oui, c'est ça. Et voilà, je pense qu'avant de parler de ce qui se passe en ce moment à la Fondation Clément, je dois revenir sur méchamment sur le projet Orinoco. Le projet Orinoco, c'est une exposition qui se fait il y a à peu près 15-20 ans à Mariana, Palais des Congrès, que j'ai fait une grande exposition là pour l'ouverture de Mariana à l'époque. Et à partir de là, la représentation que je fais dans cette exposition, c'était de où je suis né, c'est-à-dire un petit village qui s'appelle Caripito, au Venezuela, à presque 400 km de Caracas, au bord du fleuve. Et à partir de là, je me demandais pourquoi pas faire un travail de ma traversée vers Paris et me rendre un peu dans le contexte des ateliers à Paris et faire un travail avec l'objet de ce que je voyais tous les jours dans la vitrine, dans le supermarché, dans les boutiques, tous ces éléments qui voyagent à Paris. Et je fais un travail qui s'appelait, cette exposition que je fais après à la Fondation Clément, qui s'appelait Traces d'existence, il y a 11 ans déjà. Et là, je suis revenu avec cette exposition qui s'appelle Tierra Madre. Alors, j'en reviens à la définition du style. La manière dont vous peignez avec, en tout cas pour Terra Madre, qui est avec beaucoup de lumière, avec une représentation paysagère des choses. On fait une visite, c'est un appel au voyage. Puis en même temps, quand on croise en voyant aussi eh bien, votre style des expositions précédentes, est-ce qu'on peut vous mettre dans une case? Comment vous définissez eh bien, les autres artistes peintres autour de vous? Bon, écoutez, je pense que cette période de travailler sur la forêt amazonienne et tous les contextes au niveau des fleuves, les tepous, les salissarignama, les arbres, le fleuve, marée haute et marée basse, et aussi la crue, ça m'a touché quand j'étais enfant. J'habitais sur une maison sous pilotis avec mes grands-parents quand je venais en vacances, et ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que mon inspiration réelle et authentique, ça restait beaucoup dans ma mémoire. C'est parti avec moi vers Paris, vers d'autres pays comme l'Allemagne, exposition en Italie, exposition un petit peu partout. Mais ce que je ramène en Martinique en ce moment, c'est quelque chose de très particulier. Parce que vous voyez des éléments dans le côté paysager, on dit paysager, et des éléments que j'ai vécu pendant mon enfance. Et ça m'a permis dans ma rétrospective comme créateur, comme artiste, dans le contexte de la représentation des paysages, c'est un paysage des fois réel et des fois imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre le réel et l'imaginaire. Et qu'est-ce qui m'intéresse de tout ça? De manifester ou de donner la possibilité à les spectateurs de se poser et regarder d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi des regards qui se font d'une façon à vol de oiseau, d'une façon frontale, d'une façon diagonale.
Donc il y a un véritable travail technique sur les perspectives, la manière dont vous avez pu prendre dans vos souvenirs ce que vous avez vu, vous l'avez digéré et vous l'avez interprété vous-même. Ce ne sont pas des photographies, ce sont des rendus. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça peut eh bien, résonner de chacun d'entre nous. Des fois, on voit des paysages, je vous le disais en préparant cette émission, moi qui me rappelais le Sri Lanka, ce qui n'a rien à voir. Donc finalement, c'est un peu des paradis perdus, peut-être des paradis infantiles, où on se sent bien lorsqu'on voit ces images. Je pense que ce sont des paysages qui vont toucher la mémoire de chaque individu et de chaque personne qui regarde. Comment il peut s'identifier dans un contexte de son enfance, son adolescence, ce voyage et tout ça. Mais le Venezuela, c'est particulier. C'est un pays qui a des paysages partout, d'une façon ou d'une autre, différentes. Il y a parce que moi, en ce moment, je me concentrer plutôt à cette fleuve qui s'appelle l'Orinoco et tout ce qui se passe au sud de l'Orinoco. Et ce qui s'est passé aussi pendant mes périodes avec mes grands-parents. C'est-à-dire que pour moi, quand un paysage comme ça touche à quelqu'un, il y avait des gens ici qui habitaient sous maison sous pilotis. Quand j'étais prof à l'école des beaux-arts de la Martinique, que je me baladais un petit peu à Bourg-à-Plage, il y avait des maisons qui étaient sous pilotis, au bord de la mer, au bord du canal, à l'époque. C'est-à-dire que chaque personne a un sentiment peut-être d'avoir né aussi dans cette terre madre, tu vois, la terre-mère. Alors, terre-mère, à quand la terra padre? Finalement, on dit toujours terre-mère. Pourquoi ce féminin derrière? C'est féminin parce que déjà la terre, c'est féminin. Pas, on ne dit pas l'auteur. Non, tout à fait. Voilà. La terre, c'est féminin. Et en plus, c'est l'origine d'où on vient, l'origine d'où on est né, l'origine d'où on participe, l'origine de comment pouvoir transmettre, à un moment donné, cette naissance de la nature par rapport à son espace de vie, quoi. Et voilà, quand vous voyez les arbres de vie, ça naît comment? Ça naît de la terre. La terre, c'est féminin. On va dire la matrice originelle. Ouais. Alors, si on part de cette terre et de l'importance de l'environnement pour vous dans cette exposition, en introduction, on évoquait l'absence silence de l'être humain. Le seul être humain dans cette exposition, c'est le spectateur. Ouais, voilà. Je venais avant de faire tout ce travail sur le contexte des paysages, je travaillais l'objet. L'objet et la présence et l'absence. L'objet comme présence et l'absence au niveau des paysages. Et à un moment donné, je me posais la question, pourquoi pas éliminer l'objet et travailler seulement que l'espace, les paysages, sans aucun élément, que j'appelais la série des paysages inventés dans le contexte imaginaire et le paysage, l'espace libre de tout objet. Alors, ça m'a permis de montrer à spectateur qu'il est possible aussi de réaliser un travail qui permet aux gens de se situer comme personne, comme le monde de vie, dans cette espèce d'espace silencieux, un peu de méditation, de se retrouver, d'être là, de ce contexte spirituel qui te permet de rentrer dans un silence. Si vous voyez, parce qu'il faut entendre le silence. Qui n'est pas vraiment un silence. Voilà. Justement, je rebondis, lorsqu'on regarde ces peintures avec le détail, si on se penche vraiment sur l'aspect de l'eau, moi j'entends le clapotis quand je le regarde, où on peut ressentir le vent. C'est une exposition qui se veut sensorielle. On dépasse l'expérience simple de la peinture. Donc ça remet aussi l'être humain dans un temps plus long, où on s'efface un petit peu, on n'est pas dans le speed des vies quotidiennes et on prend le temps d'admirer autre chose que soi-même. Quand vous venez dans la salle de la Fondation Clément, vous allez rentrer dans la salle, vous avez senti, vous allez sentir des choses, des fois inexplicables, par rapport, par exemple, le Sari-Sariñama. Ça veut dire que ce sont des grottes, des grandes grottes qui se trouvent dans la forêt amazonienne, comme ce contexte maternel. Et vous se demandez, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça existe là? Et ça n'existe pas dans un autre endroit. Cette espèce de déclination, des grottes qui vont à l'infini, on ne sait pas où ça va. Il n'y a que de l'eau qui coule là. Et il était
explorer pour des Vénézuéliens et pour des Français qui sont venus pour faire l'exploration. Ils n'arrivaient pas à la fin. Ce qu'ils ont montré, c'est que la biodiversité de cette grotte qui se trouve dans la forêt amazonienne, sur le plateau qu'on appelle Tepuy, c'est une biodiversité jamais vue dans un autre endroit qu'elle a. Alors, c'est la richesse qui est dedans. Alors, comment exploiter ces biodiversités-là à l'intérieur? On ne sait pas, parce que c'est des secrets qui sont là. On ne sait rien. Moi, j'ai essayé de représenter cet espace et représenter cette image de ce qu'on représente pour nous. Les Sari-Sari-Nyama, ça s'appelle comme ça. Vous êtes témoin de ça et vous nous l'apportez pour ceux qui n'ont pas la chance de les découvrir et de les voir de votre œil. Voilà. Alors la dualité aussi que vous avez évoquée, on la retrouve dans autre chose. On la retrouve dans la présence de l'eau, la présence aussi de ces caves géologiques, de ces montagnes, de ces différentes... Alors autant la terre va ancrer, on parle de terre-mer, autant l'eau c'est plus l'élément du mystère. C'est aussi à l'image de l'homme avec son côté de lumière et son côté plus sombre. Ouais, le monde du sensible. Mais voilà, parce que quand je commence la série, je dis, il n'y a pas que la beauté dans l'Amazonie, il n'y a pas que ce côté merveilleux, il y a aussi l'intervention de l'être humain d'une façon différente, d'une façon de la dévastation et la déforestation de la forêt amazonienne, surtout vers le sud du Venezuela, au sud de l'Orinoco, le fleuve. Et le régime avait donné l'autorisation à des garimpeiros d'exploiter pour prendre de l'or, à la recherche des mines d'or. Et là, ça crée une dévastation, une déforestation tellement énorme, c'est énorme, au moins, je ne sais pas combien de stades qui sont en train de détruire la forêt amazonienne. Je ne suis pas un artiste engagé politiquement sur le contexte écologique, mais je suis engagé plutôt dans la poétique écologique, la poésie. La conscientisation des choses. En tout cas, vous vous en rendez compte. Et si on vous en parle, là, vous savez mettre en lumière ces problématiques. Derrière la beauté, il y a des problèmes du réel, et ça, vous le dénoncez. Alors, pour finir sur cette exposition, le temps passe très vite, malheureusement, et on invite les spectateurs et spectatrices à s'y rendre pour pouvoir aussi percevoir avec leurs émotions. Les tableaux ont vraiment différentes dimensions. On peut être happé dans l'intimité d'un plus petit format, de carré. Il y a aussi des dimensions rectangulaires plus larges. Ça aussi, ça joue sur ce qu'on va ressentir. Je pense que dans cette exposition, le plus intéressant que j'ai essayé de mettre en place, c'était au niveau de la conformation de l'exposition comme il est, au niveau de la scénographie, tout ça, et de mon commissaire Alexandre Laric. Et nous avons accordé que ça serait bien de travailler au niveau de l'horizon. Parce que moi, je travaille beaucoup à la ligne de terre. La ligne de terre, pour moi, c'est l'horizon. Ce que j'ai appris à mes études d'ingénieur à l'université, à l'époque. Et d'utiliser aussi la photogrammétrie, c'est-à-dire les vidéos aériennes dans l'exposition. Alors, quand on rentre dans l'exposition, on voit cette horizontalité et on voit deux installations importantes au milieu de la salle, une installation de 9 pièces qui commence avec 1 litre et monte jusqu'à 25 litres. Pour moi, c'est la marée qui monte et la marée qui descend. Et les maisons sous pilotis sont à l'intérieur de chaque seau avec de l'eau. Il y a les louches qui sont là, dans un mur de 8 mètres. C'est l'offrande de la maison vers la nature. Comment cette maison se conserve dans la rive des fleuves et la vie des Amérindiens. C'est l'offrande de vie, quoi. C'est quelque chose que si vous naviguez un jour notre fleuve Venezuela, vous allez halluciner au niveau des reflets, des images, des beautés, de la création d'objets dans cet espace-là. Donc c'est vraiment un voyage et une expérience. Alors on va répéter les dates, c'est du 26 avril au 18 juin prochain à la Fondation Clément. Les visites, il y en a certaines, on peut y aller librement, c'est gratuit bien évidemment, tous les jours, le matin ainsi que l'après-midi. Et puis surtout, vous pouvez être présent lors de la visite de certaines Par exemple, je serai demain, toute la journée, c'est-à-dire le matin et l'après-midi. Et sur le samedi prochain aussi, je serai là pour recevoir les gens.
1er mai et 4 mai, enfin le week-end du 4 mai, vous serez présent, vous pourrez nous expliquer et aller plus loin dans l'interprétation et savoir eh bien, quel était votre projet de départ. Alors on peut trouver sur place ceci qui permettent de voir un petit peu eh bien, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ouais, la Fondation Clément. Et votre nouveau projet. Ça, c'est la dernière exposition, celui-là. Eh bien, merci beaucoup, Ismaël Moundaray. Merci d'avoir été sur Citata pour la première fois. D'écouter ça. Je vous dis à très vite. C'est vrai, c'est la première fois que je suis interviewé avec Citata. Et j'espère pas la dernière pour la prochaine exposition. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci et bon séjour en Martinique. Merci. Merci les Citata d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.